Cette histoire s'est déroulée quand j'avais 11 ou 12 ans. À l'époque, j'avais vraiment beaucoup d'amis. Derrière chez moi, nous avions ces bois que je n'avais jamais vraiment réussi à explorer complètement. Je me réveillais tôt le matin lorsque l'école était finie et mon ami Alex et moi passions toute la journée à fouiner dans ces bois. Nous emportions des sandwichs, des sodas, des snacks et nous nous amusions comme des fous à jouer à l'armée, aux guerres de cow-boys et d'indiens, bref, à tout ce que vous voulez. C'était les années 80 et Alex et moi étions des enfants assez débrouillards. Mes parents n'avaient aucun problème avec cela et ils prenaient du plaisir à nous emmener au magasin de surplus de l'armée pour acheter des trucs comme des rations de survie, des couteaux de camping et même du matériel de camping parfois. Nos deux parents savaient qu'on pouvait rester dehors tard et même nous étions autorisés à rester dehors la nuit si mon père était là pour nous aider à monter le camp et pas trop loin de la propriété. Un soir, alors qu'on campait, nous rêvions éveillés à toutes sortes de choses folles, comme découvrir un trésor caché ou dénicher des fossiles d'une créature incroyable et peut-être même trouver l'épave d'un avion ou devenir riche en trouvant de l'or ou on ne sait pas. Les possibilités étaient infinies là-bas et nous nous assurions de profiter pleinement de tout cela alors qu'on était jeunes. Mais la vérité, c'était qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver là-bas. On n'avait que notre imagination et c'est tout. Un jour, après une matinée entière à jouer, nous avons trouvé une cabane dans un arbre, dans une partie des bois où nous n'étions jamais allés auparavant. C'était probablement à 2 heures de marche du bord du quartier, ou peut-être à 2-3 km ou plus, et c'était vallonné et rocailleux. Cette cabane se trouvait à environ 5-6 mètres du sol, et elle avait l'air solide. Nous étions ravis de trouver ce nouveau château qu'on allait s'approprier. Nous sommes vite retournés chercher de la corde et mon père nous a emmenés au magasin pour acheter des rations et des sandwichs. Pendant le dîner, mon ami Alex et moi ne pouvions pas nous arrêter d'en parler et on n'avait qu'une hâte, c'est d'être le lendemain pour aller explorer. Le lendemain matin, nous partons à l'aube avec un sac à dos plein de cordes et de sandwichs, nos couteaux accrochés à nos ceintures. Et l'excitation était si palpable, on avait vraiment hâte. Nous sommes enfin arrivés sur place et on a commencé à fixer des barreaux faits de grosses branches à une extrémité de la corde. Ça nous a pris quelques heures, mais nous avons finalement réussi à finir un côté et on a lancé la corde par-dessus la branche pour pouvoir s'agripper. C'est là que se trouvait la petite plateforme et la porte, donc on a pu grimper et on est arrivé sur la plateforme. On a joué à pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui allait entrer en premier. Et c'est Alex qui a gagné. Il est entré, mais il est sorti immédiatement, blanc comme un linge, et il voulait rentrer. J'étais curieux, alors j'ai décidé d'entrer à mon tour. Mais finalement, cette cabane, qui devait faire 2 mètres de haut à l'intérieur, était recouverte sur ses murs de photos de filles dénudées. Pas des photos géniales de Playboy, mais là, de la vraie pornographie infantile. Je pense que les plus âgés avaient à peu près mon âge. C'était des polaroïdes, des pages de magazines brillantes parfaitement fixées avec des agrafes qui remplissaient tous les murs. Il y en avait même au sol. Lorsque je suis sortie de la cabane dans l'arbre, j'avais la nausée. En regardant Alex, je me sentais encore pire. Il fixait quelque chose au loin, il avait l'air terrifié. Je suis allée voir dans la direction qu'il regardait et effectivement, une lampe de poche oscillait à travers les arbres en direction de notre emplacement. Mes genoux ont lâché, j'ai lutté pour me rendre à l'échelle, chuchotant à Alex de me suivre. Ça nous a pris un moment, mais il a repris ses esprits et nous avons descendu la corde aussi vite que possible. Alors qu'on venait de finir de descendre, la lumière de la personne qui approchait a atteint à travers le sous-bois et elle a fini par m'atteindre moi. Je ne pouvais pas le voir à travers les branches et la végétation dense, mais le fait qu'il soit si proche était vraiment très flippant. J'ai attendu que Alex me suive, on a finalement réussi à temps à sortir du champ de vision de l'homme, on essayait de partir le plus silencieusement possible et on a regardé derrière nous et on a vu que le gars, qui était maintenant devant sa cabane, s'était figé sur place en voyant notre petite échelle pendre depuis la plateforme du dessus. Il savait que quelqu'un était entré dans son étrange cabane. Alex et moi essayions de rentrer aussi vite que possible et on courait silencieusement, au moins jusqu'à ce que nous soyons sûrs que ce type ne nous suive pas. Et en plus, ça s'est passé à la tombée de la nuit,
donc on était entre les broussailles et l'obscurité qui approchait. Heureusement, tout a bien fini pour nous. On en a parlé à mon père qui a appelé la police et l'agent est venu et nous a posé quelques questions, comment c'était, où exactement, ce qu'on avait vu, où est-ce qu'on avait eu notre corde. Il a d'ailleurs commencé à devenir de plus en plus impoli à ce sujet jusqu'à ce que mon père intervienne. Et l'agent de police est tout simplement reparti avec nos témoignages sans nous donner plus d'informations. Il a dit qu'il nous tiendrait au courant. Et après ça, nous n'avions plus le droit de passer la nuit dans les bois ou d'y rester plus d'1 heure sans prévenir. Nous avons même construit un long téléphone en canette avec l'autorisation de mes parents, ce qui nous permettait d'avoir un peu plus de liberté, mais nous étions assez coupés des explorations en profondeur comme auparavant. Environ 1 an ou 2 plus tard, ce même policier m'a attrapé alors que j'étais en train de traîner dans un autre parc. Il m'a vu fumer et m'a attrapé avec un joint. Alex lui a demandé ce qui s'était passé dans cette cabane. Le policier nous a dit de ne pas consommer de drogue, puis nous a dit qu'il ne savait pas trop. Des années plus tard, alors que j'étais à l'université, Alex m'a envoyé un email disant qu'il avait lu quelque part que le chef-lieu du comté avait ses propres journaux, mais que la capitale avait un grand journal dans lequel il était écrit que l'officier s'était suicidé avec son arme de service après que sa femme ait découvert qu'il diffusait de la pornographie infantile. C'est là qu'on a compris avec Alex. On avait trouvé sa petite cachette, ou alors son antre maléfique. Mais dites-vous que quelques mois plus tard, la partie la plus flippante de cette histoire est arrivée car Alex m'a envoyé un autre email disant qu'il était allé à une vente aux enchères et un des objets mis en vente était une échelle de corde avec un sac. C'est l'histoire la plus effrayante que j'ai jamais vécue dans les bois et elle me donne toujours des frissons dans le dos. J'étais en voyage d'affaires il y a quelques années et la plupart du temps, cela m'a conduit en plein milieu de nulle part. Un long trajet à travers le Nouveau-Mexique jusqu'au Texas, passant par de nombreuses petites villes miteuses dont je ne me rappelle même pas les noms. Il y a eu un incident qui s'est produit cette fois-là et qui reste la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. On coupe droit à la scène au 4e jour du trajet, je vais plutôt vite ce jour-là, même si je me suis réveillée tard, donc j'ai pris un peu de retard, il faut que j'accélère. Il fait presque nuit quand je commence à manquer d'essence et je suis sur le point de m'arrêter comme d'habitude, sauf que je n'ai réellement conduit que 6 heures alors que j'avais prévu de conduire pendant plutôt 9 ou 10 heures. Je n'avais pas fait le progrès que je voulais, alors j'ai décidé de faire le plein et de continuer à rouler toute la nuit. Beaucoup de ces petites villes poussiéreuses en bordure de route ont des hébergements ouverts 24 heures sur 24, donc je ne m'inquiétais pas vraiment de où j'allais dormir et si j'allais trouver un hôtel quelque part. Alors je suis entrée dans une station-service peut-être 30 minutes après, juste avant que je reçoive le message de réserve d'essence sur mon tableau de bord. J'ai garé mon camion, me suis étirée et vérifié mon téléphone, et pendant que j'ai fait ça, j'ai remarqué un gars assis par terre près de l'entrée de la station-service. Ce mec a l'air d'un sans-abri, mais il a aussi l'air contrarié. C'est difficile à expliquer, mais il avait juste cette moue, elle était profondément ancrée sur son visage et c'était étrange. J'ai essayé de ne pas le regarder et j'ai simplement continué mes affaires. Je déplace quelques affaires à l'arrière de mon camion, je vérifie à nouveau mes affaires, tout ce qui concerne un voyage routier habituel. J'entends un bruit derrière moi, je me retourne et là, je trouve le sans-abri. Voici la chose, le mec devait mesurer 2 mètres, c'était l'homme le plus grand que je n'avais jamais vu. Il n'était pas particulièrement costaud, mais juste imposant, avec de grands traits, de grandes mains, un grand nez, une grosse tête. Le reste de lui était juste sale et mince. Il avait quelques affaires en vrac, une couverture et quelques objets divers, et il m'a demandé un trajet d'une voix profonde, comme je n'en avais jamais entendu d'ailleurs, et c'était effrayant dans le sens où je me sentais vraiment impuissant. Ce gars était si grand qu'il ne semblait même pas humain pour moi, et en plus il venait de me demander un service. Comment diable j'allais dire non à ce mec ? Je ne pense pas que ça faisait partie de son plan, il utilisait simplement sa taille pour forcer une réponse positive, mais je n'ai pas cédé pour autant. Je lui ai dit désolé, je suis sur le coup et c'est un camion de travail, je peux pas prendre de passagers, ce n'est pas autorisé et c'est même stipulé dans l'assurance. Bon, rien de tout cela n'était vrai, mais ça sonnait comme une réponse officielle. Je pensais que ça allait me sortir de toute autre demande,
À ma surprise, le mec a juste hoché de la tête, il s'est écarté de mon chemin, et m'en voulant, je me suis excusée à nouveau et j'ai dit que j'avais vu passer un certain nombre de véhicules dans cette direction, qu'il allait forcément trouver quelqu'un, et j'ai paniqué pour m'éloigner de ce monstre. Je me suis précipitée dans le magasin pour payer mon essence en personne, et ça semblait logique, vous me direz, de faire cela vu que je venais de mettre l'essence. Mais en soi, dans ma tête, c'était surtout pour me rapprocher d'une autre personne, pour ne plus être seule avec ce sans-abri. J'ai acheté une bouteille de soda, un sac de viande séchée et j'ai mis mon essence. J'ai demandé au caissier s'il connaissait le sans-abri dehors. Le mec a juste haussé les épaules, donc je suis repartie tranquillement. Mais quand je suis revenue dans mon camion, il était introuvable. Et ça m'a fait peur car il n'était même pas à l'endroit près de la porte en train de mendier. J'ai mis mes affaires dans mon camion, j'ai versé l'essence dans le réservoir et j'ai gardé un œil dans toutes les directions pour voir si ce sans-abri de 2 mètres n'était pas dans les parages. Je ne l'ai pas vu, alors je suis juste montée dans mon camion et j'ai repris la route. Il était comme 21h, quelque chose comme ça. J'étais vraiment fatiguée et j'avais bien roulé comme je le voulais. Je suis arrivée dans une petite ville frontalière, j'ai obtenu une chambre d'hôtel et j'ai même trouvé un petit bar minable qui servait encore le dîner. C'était un petit endroit prétendant être italien, installé dans une double largeur de remorque. En guise de décoration, il y avait une faible lumière rouge, des portraits vaguement racistes sur les murs, mais bon, c'était chaleureux et la cuisine était vraiment bonne. Je me suis installée, j'ai commandé une bière et je me suis simplement perdue dans mon téléphone. Selon mes calculs, j'avais encore parcouru un peu plus de 300 km depuis que je m'étais arrêtée à cette station-service avec le sans-abri, donc j'étais en avance sur mon emploi du temps. Tout allait bien, mais alors que je consultais la carte, j'ai entendu des pas incroyablement lourds craquer sur les marches et sur le porche de ce bar. Ces pas se dirigeaient vers la porte qui venait de s'ouvrir. J'ai regardé et dans le cadre, j'ai vu le sans-abri qui était à la station. À ce moment, tout ce que je peux voir, c'est sa poitrine et ses épaules parce que sa tête est trop haute pour la porte et il se penche et il entre dans le bar et referme la porte derrière lui. Personne ne dit vraiment rien, mais tout le monde lui lance un regard persistant alors qu'il se dirige vers le bar. Je ne pense pas grand-chose de ça au début, jusqu'à ce que je me souvienne de la distance que je venais de parcourir. Ce gars que je venais de rencontrer 300 km auparavant, assis par terre devant une station-service, était là, devant moi, comme s'il avait voyagé sur le siège passager de mon camion. C'est là que ça a fait tilt dans ma tête. J'ai regardé le barman, il était en train de parler au sans-abri, et à ce moment, il lui a proposé de prendre n'importe quelle table qu'il voulait, et le gars a décidé de s'asseoir juste devant moi. Il m'a regardé pratiquement avec un sourire. En fait, il a dû monter dans la benne de mon camion quand je suis sortie de la station-service, et il faut dire que j'étais tellement terrifiée que je surveillais autour de moi sans vraiment inspecter à l'intérieur de mon camion. Il est probablement resté couché à plat tout ce temps-là et je n'en avais aucune idée. Il m'a fait un clin d'œil comme pour me confirmer ma réflexion interne et il n'y avait littéralement aucune autre manière logique pour expliquer comment il avait fait 300 km en même temps que moi et qu'il s'arrête au même bar que moi. J'ai rapidement englouti la nourriture que je venais de commander, avalé ma bière et je suis partie aussi rapidement que possible. Le sans-abri, lui, venait de commander un grand bol de spaghettis et il me fixait avec un espèce de regard psychopathe et je peux vous assurer que cette nuit-là fut la pire nuit de ma vie, une longue nuit sans sommeil dans ma chambre d'hôtel. En fait, je regardais juste derrière les stores en m'assurant que ce type effrayant ne dormait pas dans mon camion ou ne me suivait pas de quelconque manière. Je ne l'ai pas revu le reste de la nuit, mais pour autant cela ne signifiait pas qu'il n'était pas dans mes parages. Qui sait, peut-être a-t-il pris un autre trajet avec un autre camion ? Ou peut-être voulait-il me jouer un tour ? Dans tous les cas, j'espère ne plus jamais voir ce fantôme de 2 mètres de haut à nouveau. Je vous assure que l'histoire que je vais vous raconter est vraiment vraie. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, mon frère aîné voulait passer le week-end au camping de Bessa. C'était à côté du lac Bessa, près de Napa, en Californie. Sa petite amie de l'époque, Shannon, a proposé que nous utilisions le bateau de son parrain. Nous avons donc attaché le bateau et nous nous sommes dirigés vers Spanish Flat pour le mettre à quai.
Les rives de ce lac sont entourées de collines sablonneuses et de falaises rocheuses dans une vallée en forme de bol, donc ce n'est pas facile de descendre dans certaines zones, le paysage étant assez difficile à pratiquer. Le lac en plus était très grand, donc il est possible de ne voir personne aux alentours, et après le coucher du soleil, les gens ont tendance à amarrer leurs bateaux et à camper sur les rives. Nous nous sommes dirigés vers le coin sud-est et nous avons trouvé un bel endroit. Nous avons nagé pendant 1 heure ou 2, puis nous avons dîné. Il devait être environ 19h ou 20h car le soleil se couchait et le lac était vraiment beau, très calme et magnifique. Shannon a suggéré que nous montions sur le côté de la rive pour trouver du bois pour un feu de camp. Mon frère et moi avons grimpé le long de la rive pour trouver du bois sec. Nous étions assez loin dans les bois pour voir le bateau et les lumières lorsque nous avons entendu un cri aigu, horrifiant et résonnant. Nous nous sommes dirigés vers la lisière de la forêt et on a trouvé Shannon sur le bateau, criant et pleurant, visiblement paniqué. Nous avons descendu la pente lentement, mon frère s'est arrêté et a regardé vers le lac. Il y avait quelque chose qui flottait dans l'eau. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose dériver lentement vers le rivage. Mon frère s'est approché du bateau et a dit à Shannon de venir se tenir près de moi, puis il s'est dirigé vers le bord du lac et est resté là, tranquillement. Shannon est venu vers moi en pleurant. J'ai commencé à marcher vers mon frère et il m'a dit « Je pense que c'est un animal écorché, il n'a pas de peau. » Et juste au moment où il finissait sa phrase, nous avons entendu quelque chose d'autre, des pas chancelants le long du rivage. Nous nous sommes retournés et nous avons vu une personne, un homme, qui venait droit vers nous. Shannon a crié à nouveau et elle a reculé. Mon frère et moi nous sommes mis côte à côte pour faire face à cet homme. Il a pointé du doigt la chose qui flottait dans l'eau et il applaudissait. Il nous a demandé si nous aimions son travail, à quoi nous avons répondu en lui demandant s'il l'avait fait lui. Il a répondu bien sûr et que nous devions l'aider à le sortir, chose à laquelle on a répondu que non, on voulait qu'il parte d'ici, que c'était notre zone de camping, mais c'était comme s'il ne nous écoutait pas. Il continuait à errer le long du rivage en admirant ce qui se trouvait dans l'eau. Je me suis tenue derrière lui et là j'ai pu le voir. L'eau était sombre, mais je pouvais distinguer quelques détails. Il flottait sur le ventre. Il y avait un grand sac poubelle noir qui couvrait une partie du dos. C'était trop gros pour être un chien ou quoi que ce soit d'autre, mais il n'y avait pas de tête, donc on ne pouvait pas voir s'il avait des pattes avant ou non. Quoi qu'il en soit, c'était un animal et il était vraiment écorché. Il dérivait lentement, emporté par le courant. Nous sommes restés là quelques instants sans rien dire, mais je savais très bien que nous pensions tous la même chose. On espérait vraiment que c'était un animal et non pas un humain. Shannon a suggéré que nous pliions nos chaises et que nous partions de là, c'est ce que nous avons fait. Maintenant que ce fou avait fait son apparition, le seul endroit sûr était sur le bateau. Nous avons littéralement jeté nos affaires sur le pont, totalement négligents des dégâts, et nous nous sommes précipités pour monter à bord, puis nous nous sommes éloignés de la rive. Notre nouvel ami était trop loin pour nous arrêter. Il était arrivé vers nous en courant alors que nous venions de démarrer le moteur. On a réussi à reculer de quelques mètres, mais alors que nous reculions, je conduisais le bateau et je n'ai pas eu vraiment une bonne vue. Mon frère a vu qu'on s'approchait du sac noir et il a essayé de voir si on pouvait distinguer quelque chose de cette chose. C'était très bizarre car il y avait une traînée de sang et d'autres trucs. Il y avait une masse si sombre qu'elle aurait pu passer pour du goudron. Mais la partie la plus folle, c'est que ce type a plongé dans l'eau et a commencé à nager après nous. Il n'y avait pas de confusion possible à ce moment. Il fonçait droit sur le côté du bateau. Il y avait une petite échelle de perche à l'arrière, ainsi que diverses cordes suspendues sur le côté, et il pouvait monter par là s'il se rapprochait suffisamment. J'ai vraiment commencé à essayer de faire de la place entre nous, ce qui a découragé le gars qui a choisi de nager vers la partie flottante du demi-cadavre animal. Shannon se couvrait les yeux, elle avait peur, et nous sommes retournés au quai de Spanish Flat en déchirant l'eau pour rejoindre l'autre côté du lac. Mon frère regardait en arrière et nous criait de regarder aussi. On a vu alors un petit bateau qui venait vers nous depuis un peu plus haut sur le lac. Il était petit, peut-être pour 4 personnes, et le type qui le conduisait ressemblait beaucoup à celui que nous avions vu sur la rive. Ce n'était pas exactement le même, c'était un homme bizarre, il était débraillé, il était sale. Il a ramené son petit bateau là où se trouvait l'autre gars, et puis après ça, nous avons perdu de vue les deux. Quand on a vu qu'ils étaient deux, on s'est dit que c'était une raison de plus pour partir de là-bas.
Lentement, un souffle à la fois, on s'est concerté pour faire part de nos ressentis entre nous. Shannon avait proposé qu'on aille au bureau pour le département des parcs, mais hélas, quand on est arrivé pour le signalement, personne n'était là. On a décidé d'attendre quand même, et nous avons attendu assez longtemps jusqu'à ce qu'un homme arrive. C'était un employé du parc. Nous lui avons tout dit, on a fait un rapport très sérieux de tout ce qu'on venait de voir, laissant notre nom, un numéro. On s'est dit que c'était vraiment important de prévenir. Nous nous sommes après rendus à la station-service la plus proche et on a également laissé une note et un numéro pour que le commis les donne à tout ranger ou tout agent qui s'arrêterait. Et le lendemain matin, nous avons reçu un appel et nous sommes tous allés déposer plainte. Le trajet de retour s'est fait dans le silence le plus complet. Les agents étaient complètement stupéfaits par ce que nous venons de leur raconter. L'un d'eux nous a avoué que d'autres personnes avaient signalé un bateau avec la même description, mais les hommes étaient introuvables. Mon frère n'en a plus parlé depuis des années, mais la dernière fois qu'on en a parlé, il ne voulait pas qu'on cherche à débattre si c'était un humain ou un animal. D'ailleurs, on n'est jamais retourné à Slack. Rien que de penser à cette histoire, cela me trouble encore. D'où je viens, cet État est fortement touché par la criminalité, avec de nombreux cas non signalés et une corruption très répandue à mesure que l'on s'enfonce dans les terres et les zones rurales. Le respect de la loi écrite est très limité et c'est la loi du territoire qui prévaut malheureusement en raison du besoin des terres. La plupart des universités sont situées dans des zones rurales au milieu de nulle part et mon université ne faisait pas exception. Avec ce petit contexte que je viens de vous donner, je vais vous raconter mon histoire. J'avais tout juste fini mes examens de mi-semestre et mes amis et moi étions en ville pour aller boire un verre. Malheureusement, nous avions perdu la notion du temps et nous avions commencé à rentrer sur le campus seulement vers 21h30 pour un bon trajet de 2 heures, ce qui était vraiment dangereux de voyager de nuit vers là-bas. Alors que nous étions sur le retour, on avait pris un taxi qui avait pris l'autoroute. Il y avait beaucoup d'embouteillages et le chauffeur nous a conseillé de prendre un raccourci, donc on a pris un virage qui passait par une route déserte, longeant un village adjacent à celui où se trouvait mon université. C'était vraiment une décision horrible. Un autre véhicule avait probablement eu une idée similaire de raccourci et il avait fait le même virage pour emprunter cette route. C'était tout sombre, à part quelques boutiques fermées et des petites maisons, et c'était surtout sauvage. Soudain, notre taxi et l'autre voiture ont été arrêtés par une dizaine de personnes locales qui ont bloqué les deux véhicules. Quelques-uns d'entre eux sont venus vers nous et nous ont demandé de payer un péage pour cette route. Ce n'était pas vraiment un événement rare, des péages comme celui-ci sont souvent exigés sur de telles routes, surtout la nuit, mais les collecteurs de péages deviennent actifs à ce moment. Ce n'est pas des péages gouvernementaux officiels, mais ils sont facturés par les habitants parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir, si vous comprenez bien. En fait, c'est des péages illégaux, mais c'est une coutume, tout le monde les accepte et tout le monde paye. Ces personnes qui nous ont arrêtés étaient très clairement ivres et en colère. Mon chauffeur a commencé à plaider avec eux pour ne pas payer le péage, mais ils n'étaient pas du tout d'humeur à écouter. Ayant été ici pendant 2 ans déjà, et ayant interagi avec les travailleurs de l'université, je savais quel était le dialecte et je pouvais comprendre ce qu'ils se disaient. À un moment donné, les supplications du chauffeur ont réellement rendu ces gens en colère et l'un d'eux a commencé à s'énerver. Puis soudain, dans un accès de rage, il a dit quelque chose comme « si on ne suivait pas les règles, on n'allait pas s'en sortir vivant ». À peine quelques secondes après, 5 hommes se sont approchés de notre véhicule et la personne qui parlait a sorti un pistolet et 2 autres avaient de très longs couteaux. Nous avons alors tous compris que payer le péage n'était plus une option et nous avons tous sorti de l'argent de nos portefeuilles. On a payé la somme demandée et nous nous sommes préparés à partir. Rien que voir ce pistolet en lui-même était déjà assez effrayant, mais dites-vous que ce n'était pas le plus flippant de ce moment. Vous vous souvenez de l'autre voiture dont j'ai parlé qui avait également été arrêtée derrière nous ? Bien la moitié du groupe était venu chercher le péage auprès de nous, tandis que l'autre moitié était allée vers l'autre voiture. Ce véhicule n'avait qu'un seul conducteur, et il semblait s'énerver avec l'un des hommes qui lui réclamait l'argent, mais comme pour nous, l'autre s'est mis en colère, et alors qu'il était ivre, il a forcé la porte et il a tiré l'homme de son véhicule. Ils l'ont traîné hors de sa voiture, puis ont commencé à le frapper, là,
par terre en le bombardant de bâtons et de pierres. Les personnes près de nous qui avaient des couteaux ont alors rejoint le combat et ont commencé à prendre leur tour pour le poignarder. Le pistolet était la seule arme qui n'avait pas été utilisée lorsque nous étions là et nous n'avons entendu aucun coup de feu, mais ce pauvre homme se faisait lyncher derrière nous et nous étions impuissants à faire quoi que ce soit. Ne pas payer et rester là aurait probablement signifié que nous subirions le même sort. Il semblait que nous regardions cette scène horrible pendant des heures, bien qu'en réalité cela n'ait duré que 20 à 30 secondes. En réalisant ce qui se passait derrière nous, notre chauffeur a tout fait pour qu'on parte rapidement et il a détalé à toute vitesse. Nous avons immédiatement appelé la police, mais il n'y avait pas de poste de police près de ce village. Notre chauffeur nous a alors dit ce que nous savions déjà, que la police arriverait trop tard et puis de toute façon elle était corrompue. De plus, les policiers étant eux-mêmes des habitants, eux ont des accords avec ces groupes et ils ferment généralement les yeux sur leur agissement. Nous avons réussi à rejoindre l'université et notre campus, on était très secoués et franchement, ce soir-là, j'ai failli me faire dessus. Nous avons informé nos autorités à l'université et ils nous ont dit qu'ils enquêteraient plus loin, mais nous n'avons jamais eu de nouvelles. Nous essayons tous encore de vivre avec le fait d'avoir été témoins de ce qui était probablement un meurtre. Je ne veux offenser personne ici, mais de tels crimes ne sont pas si rares. Bien que l'Inde soit un pays magnifique avec une riche culture et un patrimoine enrichissant, elle a malheureusement son côté sombre et le voir de mes propres yeux, même si ce n'était que pendant 30 secondes, m'a marqué à vie.